Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la réduction des endomorphismes. Après avoir vu que nous pouvions parfois diagonaliser les matrices et donc appliquer cette diagonalisation, nous allons maintenant voir quoi faire quand ce n'est pas le cas, quand la matrice n'est pas diagonalisable, mais peut-être qu'elle est trigonalisable et qu'on peut quand même s'en sortir pour résoudre les problèmes de type équadif ou système de suite récurrente linéaire, etc. Enfin bref, les problèmes qu'on a résolus grâce à la diagonalisation, peut-être qu'on peut encore les résoudre grâce à la trigonalisation. Alors, comment ça marche tout ça? Donc tout de suite, la table des matières. Donc, nous allons voir la définition du concept de trigonalisation. Nous allons commencer par trigonaliser un exemple, parce que c'est toujours bien d'avoir un exemple en premier. Nous citerons le théorème, nous ferons sa preuve et nous discuterons du fait que des inconvénients et des avantages de la trigonalisation. Et nous verrons que jordaniser, c'est quand même bien mieux. C'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter là. Ok, donc voilà, c'est pour vous motiver pour aller jusqu'à la fin. Donc, commençons par un exemple. Alors, déjà, commençons par la définition. Donc, prenons E, un K espace vectoriel. Je vous rappelle que K est un corps commutatif. Donc, vous pouvez penser R ou C dans un premier temps, et puis après, ça va être plus fort, ça peut être Z sur PZ ou des choses comme ça, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, ça peut être utilisé dans tout ce cadre-là. De dimension finie N et F, donc un endomorphisme de E, ok, donc vous savez bien, qui est représenté par une matrice de taille N. Hein. Alors, on dit que F est trigonalisable s'il existe une base de B de E plutôt, telle que la matrice de F dans cette base soit triangulaire supérieure. Ok? Donc voilà, c'est pas triangulaire inférieur, c'est triangulaire supérieur, c'est juste une convention, on a l'habitude, voilà. Donc, bon. C'est ça que ça veut dire trigonalisable. Je pense que si on peut la mettre triangulaire supérieur, on peut la mettre triangulaire inférieur, vous savez, c'est pas un problème, mais bon, voilà. Ouais, on cherche à la mettre avec des coefficients au-dessus de la diagonale. Ok. Et donc, une matrice est dite trigonalisable s'il existe une matrice inversible P et une matrice triangulaire supérieure telle que A égale PT P-1. D'accord? Donc, si A est la matrice de F, eh bien P est la matrice de changement de base la base canonique à la base de trigonalisation, et donc on obtient bien cette petite relation-là. Hein. D'accord? Ce qui est bien de se rappeler, c'est, vous savez, pour la diagonalisation, c'était PD P-1, bah, pour la trigonalisation, c'est PT P-1. Okay? Donc voilà. Jusque-là, voilà la définition. Ça ne va pas vous choquer. Alors, on va commencer par le faire avec cette matrice-là. Alors voilà, il y a des calculs, on va voir, un petit peu complexes et tout ça, mais bon, c'est bien, c'est un bon exemple pour voir comment on peut faire pour trouver une base qui permet de rendre cette matrice-là triangulaire. Alors, on va commencer par faire comme pour la diagonalisation, c'est-à-dire à chercher les valeurs propres, et donc, on va calculer d'abord le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc voilà, alors je vous rappelle que c'est le déterminant de x identité, moins la matrice qui est là. Donc là, ça fait x-1, x plus 2, x et x-6. Et puis tous les autres coefficients, là j'ai changé le signe, d'accord, de cette matrice-là. Alors, comment on fait pour calculer ça? Donc on va le voir, mais on va directement dire que le résultat, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je ne voudrais pas vous perdre dans des calculs et puis qu'on oublie notre objectif quand même de voir comment on peut trigonaliser cette matrice. Mais rassurez-vous, pour ceux qui veulent vraiment voir le calcul, je l'ai mis en détail à la fin de la vidéo. Donc, je vous conseille d'essayer de le faire avant, d'accord? D'essayer de voir comment vous auriez fait, comment vous auriez procédé pour essayer de calculer ce déterminant, parce que 4,4, c'est quand même pas complètement évident. D'essayer de trouver ça, et je vous donne une correction, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, bien évidemment, mais je vous en donne une à la fin de la vidéo. Donc pour le moment, on admet qu'après beaucoup de calculs, on trouve qu'il n'y a que 2 et 1 comme racines, 2 racines simples, 1 racine triple, et donc il y a 2 valeurs propres, donc voilà, le spectre de A, c'est juste 1 et 2. Et donc on va commencer par regarder, comme on fait pour la diagonalisation, hein, les espaces propres associés à 1 et à 2, etc. D'accord? On commence comme on peut, quoi. Parce qu'après tout, elle est peut-être diagonalisable. Donc voilà. Donc on va appeler E1, E2, E3, E4 la base canonique, hein, par rapport à laquelle la matrice est écrite ici. Et on va essayer de trouver une autre base dans laquelle elle est diagonalisable. Alors, donc on a des valeurs propres, 1 et 2. Donc on a des vecteurs propres, hein, c'est sûr, parce que chaque valeur propre est associée à au moins un vecteur propre, ça c'est sûr. Alors on va regarder donc déjà pour la valeur propre 2, donc si je fais A moins 2 identités, alors donc j'obtiens, oui, c'est la matrice A, je l'ai écrit là, hein, j'enlève moins 2 sur la diagonale, donc j'enlève 2 sur la diagonale, donc on obtient ça. Et première chose, donc voir que cette matrice-là n'est pas inversible. Bon alors ça se voit bien puisque la troisième colonne et la première sont opposées l'une de l'autre, ok. Et après, la question qu'on se pose habituellement pour voir la dimension du noyau de cette matrice, c'est quel est le rang de cette matrice. Alors là, le rang de cette matrice est 3. Comment on fait pour le voir? Il suffit de trouver une matrice
extraite de taille 3 sur 3 qui est inversible. Donc celle-là, on peut se voir assez rapidement qu'elle est inversible parce que avec la ligne du haut et la ligne du bas, si je voulais faire celle du milieu, il faudrait prendre absolument 2 fois celle-là plus celle-là pour obtenir 0. Et puis donc si je fais 2 fois celle-là plus celle-là, bah, j'obtiens 1, 0, 1. Donc c'est pas parallèle, pas collinéaire à celle-là. Donc on voit que finalement, voilà, ces 3 vecteurs sont libres, puisque avec ces deux-là, je ne peux pas faire une combinaison linéaire de ces deux-là qui donne celui-là. Et ces deux-là sont évidemment libres, donc c'est bien une famille de 3 vecteurs libres. Donc cette matrice-là extraite est inversible. Voilà. Et donc le rang de cette matrice est 3. Donc la dimension du noyau, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau de A moins 2 identité, c'est-à-dire l'espace propre associé à la valeur propre 2, est 1. Et vous allez me dire, bah, attends, on le savait déjà, puisque le polynôme caractéristique, c'est x-2, x-1 au cube. Donc comme on sait que la dimension de l'espace propre, c'est plus petit que la multiplicité, inférieure ou égale, bah là c'était 1, donc c'était forcément 1 la dimension. Alors là, ok, on le savait, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut trouver un vecteur, voilà, qui annule, ça, qui est multiplié par cette matrice, fait 0, 0, 0. Alors on peut résoudre le système, sinon on peut essayer d'être intelligent, enfin d'être astucieux. Trouver un vecteur donc ABCD qui annule, qui est dans le caire d'une matrice, ça veut dire en fait trouver des coefficients A, B, C et D tels que A fois cette colonne plus B fois celle-là plus C fois celle-là plus D fois celle-là fasse 0. Et là, on a trouvé une combinaison linéaire entre nos colonnes. D'accord? On a dit celle-là, c'est moins celle-là. Donc si je fais 1 fois celle-là, plus 0 fois celle-là, plus 1 fois celle-là, plus 0 fois celle-là, eh ben hop, ça fait 0. Donc voilà, un vecteur 1, 0, 1, 0, qui est bien. Donc c'est celui que j'ai appelé E1 plus E3, parce que la base canonique, c'est bien dans le noyau de A-2i. Donc voilà, l'espace propre, c'est donc les multiples de ce vecteur. Ok? J'espère que jusque-là ça va. Donc maintenant, on va regarder l'autre valeur propre. Donc cette fois, on fait A moins I. Ok, donc A est toujours là. Donc vous voyez, moins I, ça fait moins 3, moins 1, 5. Et donc on va regarder maintenant la dimension du noyau de A-I pour savoir, voilà, il faudrait, pour que A soit diagonalisable, il faudrait que la dimension de ce noyau soit égale à 3. Ok, donc il faudrait que cette matrice-là soit de rang 1. Or, cette matrice-là, si je regarde son rang, bah, je prends une petite matrice extraite, je vais vite voir que le rang de cette matrice est 3. Vous voyez, si je prends celle-là, c'est vraiment flagrant, parce qu'avec les deux zéros qui sont là, les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs ne peuvent absolument pas faire le troisième. D'accord? Donc déjà, celui-là, il est libre avec la famille des deux là. Et comme ces deux-là sont évidemment pas collinaires, puisqu'il y a un 0 et il y a un 1 ici, finalement, j'obtiens bien une famille libre, là, donc une sous-matrice de rang 3 qui est inversible. Et donc la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est 1 aussi. Autrement dit, il va me rester deux dimensions. Vous voyez, pour 2, j'ai dimension 1, pour 1, j'ai dimension 1. Il va rester deux dimensions dont on ne sait pas quoi faire, donc elle n'est pas diagonalisable. Ok? Ce qui est heureux, hein, vu que la vidéo est sur la trigonalisation, c'est préférable quand même. Ok, alors maintenant pareil, est-ce qu'on arrive à trouver une combinaison linéaire des différentes colonnes de cette matrice là qui donne 0? Alors il faut regarder, c'est peut-être un petit peu moins évident, quoique si on regarde bien, il y a un rapport assez clair entre celle-là et celle-là. Hein. Donc si je fais cette colonne moins cette colonne, j'obtiens 0. Donc cette fois je vais faire 0, moins 1, 0, 1, et puis bim, j'obtiens bien, donc si je prends moins E2 plus E4, j'aurais pu prendre E2 moins E4, c'est au choix. Hein. Bon, bah, j'ai pris moins E2 plus E4, et bien j'obtiens bien un vecteur qui est dans le noyau de A moins I. Donc voilà, mes deux espaces propres, ils sont engendrés par ce vecteur et ce vecteur-là. Et puis voilà. Alors là, du coup, j'ai pas une base, j'ai que deux vecteurs. Alors on va compléter, on va prendre deux vecteurs, voilà. On prend le plus simple du monde, on va prendre deux vecteurs qui permettent de compléter une base avec celui-là, E1 plus E3 et moins E2 plus E4. Ok? Alors vous prenez ce que vous voulez. Pour prendre par exemple E1, E2, ça doit marcher. Hein. E1, E3 aussi. Enfin, vous prenez des vecteurs simples, tant qu'à faire, pour compléter ça, pour que ça fasse une base. D'accord? Alors moi j'ai choisi de prendre E3 et E4, parce que comme ça, pour pas changer, mais voilà, parce que le troisième vecteur E3, le quatrième vecteur E4, mais c'est vraiment un choix personnel. Hein. Vous pouvez prendre d'autres choses. Ok? Voilà. Vous complétez votre base, vos vecteurs V1, V2 par deux vecteurs, comme vous voulez, tels que ça fasse une base. Et tant qu'à faire, autant prendre le plus simple possible. Hein. Je veux dire, l'image de E3 et de E4, vous voyez, je l'ai déjà là dans la matrice du début, donc c'est pour ça que c'est plus simple de prendre des vecteurs de la base canonique si on peut. Hein. Mais bon. Donc c'est très très simple de voir que ça fait encore une base. Hein. Vous voyez bien, là j'ai pris 3 0 ici, donc dans l'espace engendré par V2, E3, E4, il n'y a pas V1. D'accord? Donc il suffit de voir que V2, E3, E4 sont libres. Et bien si je fais ça, E3 et E4 ont 2 0 ici, donc avec E3, E4, je ne peux pas générer V2, donc
V2 n'est pas dans l'espace engendré par E3, E4, il suffit de voir que E3 et E4 sont libres, c'est évident, voilà, bon. Donc ça c'est bien une famille libre de 4 vecteurs dans un espace de dimension 4, donc c'est une base. Ok, j'insiste pas là-dessus, donc voilà, et je vais essayer d'écrire la matrice de l'application F, associée à la matrice A par rapport à la base canonique, hein, donc voilà, je vais essayer de trouver cette matrice dans la base V1, V2, E3, E4, on dit. Alors, évidemment, je pourrais me dire, bah voilà, pas de problème, je prends ces 4 vecteurs, j'appelle ça la matrice P, matrice de changement de base, et puis je calcule P-1 à P, et j'obtiens la matrice de la nouvelle base. Alors c'est long, alors pour trouver P non, mais pour trouver P-1 déjà c'est galère, et puis après multiplier P-1 fois A fois P, c'est des calculs en fait qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on juste on va calculer l'image de V1, l'image de V2, l'image de E3 et de E4 par A, et essayer de les exprimer dans cette base V1, V2, E3, E4, vous voyez, pour faire en fait la définition de la matrice d'une application linéaire par rapport à une base. Il faut trouver l'image de chacun de ces vecteurs dans cette base. Alors déjà, V1 c'est facile puisque c'est des vecteurs propres. Donc AV1 c'est 2V1, ça on le sait déjà, et AV2 c'est 2V2. C'est V2, c'est valeur propre associée à la valeur vecteur propre associé à la valeur propre 1. Ok, donc déjà en plus ces deux-là c'est facile. Hein. C'est V pour. Donc la matrice elle commence avec 2, 0, 0, 0, 0 et 0, 1, 0, 0, 0. Ok. Maintenant il faut calculer l'image de ça et l'image de ça. D'accord. Alors on va me dire, ah bah c'est facile, on les a déjà. L'image de E3, l'image de E4, AE3 et E4. Alors oui, mais AE3 donc c'est ce vecteur-là, hein, c'est-à-dire c'est E1 moins E4, mais il faut l'exprimer dans cette base-là. D'accord. Donc lui, comment je fais? Bah il y a un 1 en haut. Donc forcément, il y a V1. Hein, si je veux exprimer ce vecteur-là comme combinaison linéaire des 4 qui sont là, vu qu'il y a un 1 ici, je suis obligé de prendre V1. Ça, c'est sûr. Ok, donc j'ai un 1 ici en trop. Bah, faut que je l'enlève en faisant moins E3. Donc si je fais V1 moins E3, j'obtiens 1, 0, 0, 0, 0. Donc pour avoir le moins 1, bah, je fais moins E4. Et j'obtiens bien donc cette, voilà, que AE3, c'est V1 moins E3 moins E4. Vous voyez, c'était pas si dur. Je fais pareil pour E4. Alors donc, a priori, l'image de E4, vous savez bien, c'est dans la base E1, E2, E3, E4, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est moins V1 pour avoir le moins 1 qui est là. Okay. Ensuite, le deuxième terme, moins 3, je ne peux le faire qu'avec lui. Donc c'est plus 3 fois V2. Ça, je suis obligé, pour avoir moins 1, moins 3, je suis obligé de prendre moins V1 plus 3 fois V2. Ok. Puis alors maintenant, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer de compenser, de faire ce qu'il faut pour que ça fasse 3, 6 en rajoutant du E3 et du E4, vous voyez. Donc si je commence à faire moins V1 plus 3V2, bah du coup ici j'ai moins 1 et 3, d'accord? Moins 1 et 3. Bon, bah là je voulais 3, donc il faut que je fasse plus 4, 3. Hein, du moins 1 je passe à 3 en ajoutant 4 fois celui-là. Et puis là j'avais 3, et puis j'avais 3 et je veux 6, bah donc j'ajoute 3 fois E4. Ok, je vous laisse vérifier les calculs chez vous si vous voulez, hein, c'est pas complètement évident, mais enfin c'est beaucoup plus facile que de calculer l'inverse de la matrice P, vous voyez, avec les 4 colonnes qui sont là. Hein. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, donc la matrice, je l'ai, vous voyez. Hein, j'appelle F l'application, l'endomorphisme dont la matrice était A par rapport à la base canonique. Et bien donc la matrice de F dans la base V1, V2, E3, E4, et bien c'est donc A de V1 2 fois V1, A V2 1 fois V2. Et puis on vient de voir, alors l'image de E3 c'est V1 plus, il n'y a pas de V2, moins E3 moins E4. Ok, donc voilà. Et puis l'image de E4, eh bien voilà, c'est moins V1 plus 3V2, plus 4E3 et plus 3E4, voilà le coefficient qui est là, ok. Et voilà. Fantastique. Sauf que c'est pas du tout triangulaire cette matrice-là. Donc ça commence bien au début, bon il y a des trucs sympas, mais là ça fait un peu n'importe quoi. Bah, d'un côté, tu as pris des vecteurs au pif, tu t'attendais à quoi? Donc on n'a pas fini. Donc maintenant, en fait, il va falloir bidouiller. L'idée, c'est qu'on va essayer de trouver donc une combinaison linéaire de E3, E4. On va essayer de trouver des vecteurs là. On va changer E3, E4. On va garder les deux premiers. On va changer E3, E4 pour essayer de faire en sorte que la petite matrice là, de 2 ici, moins 1, 4, moins 1, 3, devienne triangulaire. Alors, on va me dire, d'accord, mais alors, comment on peut définir un endomorphisme dont la matrice est ça? Alors l'astuce est la suivante, c'est de considérer la projection P sur vecte de E3, E4, donc sur l'espace engendré par ces deux vecteurs, parallèlement à l'espace engendré par les deux premiers vecteurs. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous prenez l'image par P d'un vecteur comme ça,
eh ben, c'est 4, E3 plus 3, E4. Vous voyez, une fois qu'on a un vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire de V1, V2, E3, E4, on garde juste ce qu'il y a devant E3, E4, on dégage ce qu'il y a devant V1 et V2 et obtient cette projection P. OK? Et donc maintenant, si je prends la restriction de F à vecte de E3, E4, donc l'image de ces deux vecteurs, mais après, à l'image, puis, je fais P, je projette pour ne garder que ces coordonnées ici et ici, j'obtiens bien un endomorphisme de F, qui va de F dans F, de vecte de E3, E4 dans vecte de E3, E4, et dont la matrice est celle-ci. Vous voyez, hein? D'abord, je prends E3. Bon, F restreint à F, c'est pareil que F. Donc F de E3, c'est ce vecteur-là. Je projette sur E3, j'obtiens moins 1, 1, moins 1, moins 1. Donc là, vous voyez, l'image de E3 par cet endomorphisme-là, c'est juste moins E3, moins E4. Et pareil l'autre côté. Donc voilà, j'ai trouvé un moyen de trouver donc, un endomorphisme qui a un petit rapport avec F quand même, et dont la matrice c'est ça. Et donc maintenant, on va recommencer toute notre publique, tout ce qu'on a fait au début, avec cette matrice-là. Et donc, on y va, on cherche des valeurs propres, des vecteurs propres, etc. Bon, alors si on est un peu malin, on doit vite se rendre compte que on sait que le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est le même que le polynôme caractéristique de la matrice du début. D'accord? Parce que c'est invariant par changement de base. Et donc c'est x-2 fois x-1 fois le polynôme caractéristique de cette matrice-là, justement. Donc le polynôme caractéristique de cette matrice-là, c'est x-1 au carré. D'accord? C'est un diviseur du polynôme caractéristique du début. On a déjà mis x-2, x-1, il reste x-1 au carré. Donc la seule valeur propre de ce truc-là, c'est 1. D'accord? Ça, c'est pas tellement étonnant. Du coup, on regarde, on va chercher un vecteur propre de B, donc de cette matrice-là. Et puis donc, la seule valeur propre possible, c'est 1. Et donc, on va regarder B moins I. Et donc, effectivement, on se rend compte que cette matrice-là, vous devez vous rendre compte qu'elle n'est pas inversible. Hein. Ça prouve bien que 1 est valeur propre, mais on le savait déjà. Et puis, on va chercher donc un vecteur propre de ça. Autrement dit, il faut trouver une combinaison linéaire entre les colonnes qui fait 0. Bon, voilà, je me dis, tiens, si je prends 2 fois la première, ça fait moins 4, moins 2. Plus la deuxième, ça fait bien 0. Et donc, pour mon vecteur propre, du coup, je l'appelle V3, je prends 2E3 plus E4. OK? Et comme cette matrice est de rang 1, donc la dimension de l'espace propre, c'est 1. OK? Donc voilà, donc je ne peux pas faire mieux que de trouver un vecteur propre. Et comme le coup précédent, du coup, là, je suis dans vecte de E3, E4, je suis dans l'espace de 2 dimensions, j'ai trouvé 2E3 plus E4, je cherche un vecteur le plus simple possible, tel que 2E3 plus E4 et le deuxième vecteur forment une base de vecte de E3, E4. Bon, j'ai fait la même technique que tout à l'heure, je me dis, je vais prendre E4. Voilà, 2E3 plus E4 et E4, ça permet bien de générer 2E3, donc E3, donc c'est bien une famille libre, génératrice, tout ça, donc bon, c'est bien une base, donc j'ai dit, je prends la base V3, E4, parce que pourquoi faire plus compliqué, quoi. Et donc, finalement, la base de départ de l'application que je vais prendre, pour exprimer la matrice A, ça va être V1, V2, V3, E4. qui marche bien, c'est toujours une base de l'espace de départ, puisque les deux espaces étaient supplémentaires, enfin bref. Je ne vais pas trop perdre de temps dans les détails. Donc, alors maintenant, il faut calculer la matrice de F dans cette base-là. OK? Donc, alors au début, V1, V2, ça va bien. Maintenant, il faut que je calcule l'image de V3 dans la base V1, V2, V3 et E4, vous voyez? J'ai toujours AV1 égale 2V1 et AV2 égale V2, donc ça va. Alors, A de V3. Donc V3, c'est 2E3 plus E4. Alors, il faut calculer. Ouais, je pourrais faire avec les matrices de changement de base, d'accord, mais moi j'aime pas trop inverser des grosses matrices 4-4, c'est compliqué, donc je préfère procéder comme ça. Alors donc A de 2E3, c'est 2 fois A de E3. Alors A de E3, on l'a déjà écrit, c'était V1, moins E3, moins E4. Donc ça c'était la diapo d'avant, faites confiance, je n'ai pas triché en recopiant. Ok, et puis A de E4, c'était moins V1, plus 3V2, plus 4E3, plus 3E4. Ok, donc voilà. Donc je simplifie tout ça, 2V1 moins V1, il reste 1V1, moins 2E3 plus 4E3, il reste 2E3, moins 2E4 plus 3E4, il reste 1E4. Voilà, le 3V2 n'a pas changé, donc j'ai juste recopié tout ça. Vérifiez les calculs tranquillement chez vous. Mettez sur pause si vous voulez. Et donc voilà, et donc je trouve que c'est V1 plus 3V2 plus 2E3 plus E4, et là fantastique, parce que dire, attends, après il faut exprimer ça dans la base V1, V2, V3, E4. Mais là c'est fantastique parce que j'obtiens V1 plus 3V2 plus, c'est V3 lui. Bon, coup de bol. Les calculs ne peuvent pas être toujours super compliqués. D'accord?
Sinon, si j'avais trouvé autre chose avec E3, E4, hein, j'aurais mis ce qu'il fallait pour faire le E3 avec V3 et j'aurais simplifié, mis ce qu'il faut avec le E4 pour corriger, hein, d'accord? Mais bon, là, ça tombe direct, on ne va pas se plaindre. Et donc, il nous reste à calculer A de E4. On le connaît déjà, A de E4. Oui, mais il faut le trouver dans cette base V1, V2, V3, E4, évidemment. Alors, donc on sait que A de E4, d'après ce qu'on a vu précédemment, que j'ai déjà écrit ici, hein, c'est moins V1 plus 3V2 plus 4E3 plus 3E4. Ok? Donc, moins V1 plus 3V2, la vie est belle. Alors, le 4E3, eh bien, il faut que j'utilise le vecteur V3, d'accord, qui est égal à 2E3 plus E4 pour faire 4E3. Bon, bah du coup, je prends 2V3, et ça va faire 4E3 plus 2E4. Donc 4E3 plus 2E4, il reste 1E4 tout seul. Bah donc voilà, bah ça tombe bien parce que j'ai le droit au vecteur E4. Et donc finalement, j'obtiens moins V1 plus 3V2 plus 2V3 plus E4. Voilà pour la matrice A de E4. Et donc la matrice de F dans la base V1, V2, V3, E4, je recopie ce que je viens de trouver. Donc les 2 et 1, ça on a l'habitude. Et bien là, j'ai trouvé que A de V3, c'était V1 plus 3V2 plus V3. V1 plus 3V2 plus V3. Et il n'y a pas de V4. Et puis l'image de E4, eh bien c'est moins V1 plus 3V2 plus 2V3 plus E4. Ok? Et donc voilà, j'obtiens bien une matrice triangulaire supérieure, dont le polynôme caractéristique, vous savez facilement le calculer, c'est bien x-2 fois x-1 au cube. Façon de vérifier que je ne me suis pas gouré, parce qu'a priori, vous voyez, le 1, il est venu comme ça par le calcul. Je n'ai pas triché pour avoir un 1 ici, vous voyez. Donc là, je savais, hein, puisque c'était un vecteur propre de... D'accord? Donc j'étais sûr, voilà. Bon, bref. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver une base dans laquelle la matrice de F est triangulaire. Alors si on veut vérifier, bah, cette fois on peut s'amuser à faire le calcul avec la matrice de changement de base. Donc je vous l'ai écrite, hein, voilà, mon vecteur V1, V2, V3 et V4. D'accord, V4 c'est E4, c'était le plus simple. Alors il se trouve qu'elle est triangulaire inférieure, mais c'est une coïncidence. Hein, je veux dire. C'est parce que j'ai choisi E3, E4 au début, vous voyez, j'aurais pu prendre autre chose, elle n'aurait pas été comme ça. Hein, donc voilà, ça pas vous croyez que c'est une règle. Non, non, matrice de passage, là elle est triangulaire inférieure, mais c'est un coup de bol. Hein. Ok, donc bah voilà, et bien si on calcule P-1 fois A fois P, on va trouver T. Je vous laisse si vous voulez, moi ça me saoule. Alors, comment on peut vérifier ça sans calculer P-1? Si ça c'est quand même important que je vous donne là-dessus. Vous voulez vérifier votre calcul, mais ça vous saoule de calculer P-1. Même si là, dans ce cas-là, ça ne doit pas être hyper dur, mais enfin quand même, ça demande du temps. Il n'y en a pas besoin pour vérifier ça. Hein, grosse astuce, on n'y pense pas forcément. Pour vérifier que cette égalité est bonne, j'ai pas besoin de calculer P-1. Hein? Bah oui, en fait, il faut calculer que AP est égal à PT. Magique! Donc ouais, je vais calculer P fois T et A fois P. Si je trouve pareil, c'est bon. Je me suis pas gouré. C'est magique ça, hein? Ok? Donc il faut y penser. Ça peut faire gagner du temps. Ok. Donc alors allons-y maintenant donc, pour le théorème général. Allez, il faut se lâcher. Donc on prend toujours donc, nos hypothèses. E est un cas espace vectoriel de dimension finie n, F un endomorphisme de le E. Alors l'hypothèse qu'il faut pour pouvoir trigonaliser, eh bien, c'est que le polynôme caractéristique de F soit scindé, c'est-à-dire qu'il s'écrive comme un produit de polynôme de degré 1, d'accord, à une certaine puissance, et bien évidemment, il y a le droit, il y a une certaine multiplicité des racines, mais qu'il soit complètement factorisable. D'accord? Donc voilà. Vous savez bien que toute matrice donc, de Mn de C est trigonalisable, puisque tout polynôme à coefficient complexe est scindé. D'accord? C'est le théorème d'Alembert-Gauss. Et donc toute matrice à coefficient réel, si on la considère comme une matrice à coefficient complexe, donc on prend ses valeurs propres éventuellement complexes, alors on pourra la trigonaliser sur C. Ok? Bon. Donc voilà, donc c'est ça l'hypothèse importante, hein, c'est qu'en fait, voilà, le polynôme caractéristique, il est toujours des racines, hein, pour trouver toujours des valeurs propres en fait. Bon, on va voir dans la preuve, vous savez, c'est pas bien compliqué, mais ça c'est important. Si on arrive et que bah, on est sur un corps où, bref, le polynôme caractéristique de f n'a pas de racine, bah, comment on commence à prendre un vecteur propre? L'idée c'est de commencer par prendre un vecteur propre, au moins un, et puis après se ramener à une dimension plus petite, et puis recommencer, prendre l'espace, machin. S'il n'y a pas de vecteur propre pour commencer, on ne commence pas, donc on ne peut rien faire. Quoi. Ok? Donc voilà, l'hypothèse est vraiment importante. Et donc voilà. Donc, donc typiquement, hein, voilà, donc il suffit de calculer le polynôme caractéristique et de voir s'il se factorise ou pas. Ok? Alors, donc on va faire la preuve et on va procéder par récurrence sur la dimension de E. Ok? Ça c'est toujours un peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait c'est ça l'idée, hein, c'est de se ramener une matrice plus petite en fait. Hein. Donc c'est sur la dimension de la matrice si vous préférez. Hein. Alors si n égale 1, bah, toute matrice est triangulaire supérieure, ça va. Donc dans n'importe quelle base, une matrice est triangulaire supérieure, ok, bon, super théorème. Bon d'accord. Alors,
Donc on va supposer que le résultat est vrai pour l'entier n-1, donc voilà, n est supérieur ou égal à 1, il y a un entier quelque part, c'est vrai. Et donc je vais prendre un endomorphisme de L2 avec dimension de E égale n, et je vais supposer que le polynôme caractéristique de f est scindé. Autrement dit qu'il admet au moins une racine. D'accord? En fait, il faut que je suppose qu'il admet au moins une racine, mais même quand je divise par cette racine, ça admet au moins une racine pour pouvoir continuer, en fait. Et quand je divise par cette racine, ça admet au moins une racine, donc en fait, c'est vraiment l'hypothèse scindée qui me sert, même si on pourrait croire, ah ben non, il suffit qu'il ait une racine, le polynôme caractéristique. Oui, mais quand je divise par cette racine, il faut qu'il en ait une autre. Alors bon, bref. Donc c'est vraiment scindé l'hypothèse. Hein. Ok, donc il en possède une, donc il y a une valeur propre, donc il y a un vecteur propre, hein, tout ça. Lambda, c'est dans le spectre de f, donc il existe un vecteur E1, ok, tel que, je l'avais appelé V1 tout à l'heure, donc là c'est vrai que c'est pas très cohérent, mais enfin bon, tant pis, tel que f de E1 est égal à lambda E1. Ok? Voilà, je trouve un premier vecteur propre. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, je prends E2, E3, E4, En, n'importe comment, pour compléter une base qui commence par E. Hein, d'accord? Théorème de la base incomplète, je prends un vecteur E1 qui est non nul, puisque c'est un vecteur propre, d'accord? J'ai pris un vecteur non nul, bien évidemment, et je complète, comme je veux, par une base. Donc la matrice de f dans cette base, du coup, ça va faire, l'image de 1, c'est lambda E1, et puis après, ça fait n'importe quoi. Alors ce n'importe quoi, j'ai décomposé dans la première ligne, j'ai appelé les coefficients A1, A2, AN, et puis en une matrice n-1, n-1 qui est B. Ok? Bon, jusque-là, tout va bien. Et l'idée, c'est que je vais essayer de trouver une base dans laquelle on peut trigonaliser B, vous voyez, pour appliquer mon hypothèse de récurrence, et, enfin, je vais appliquer mon hypothèse de récurrence à B, etc. Ok? Alors, donc, on a écrit la matrice de f qui s'écrit comme ça, et j'appelle B', donc la famille E2 jusqu'à En, et puis j'appelle H le sous-espace vectoriel vect de B', et donc comme on l'a vu dans l'exemple, je vais regarder la restriction de f à h, dont la matrice est juste ces colonnes-là, que je compose avec la projection sur h, autrement dit, je coupe, puis tout ça, je le mets à 0, d'accord? Et donc, je peux considérer que cette matrice-là, si je prends la projection sur h parallèlement au vecteur E1, eh bien, la matrice par rapport à la base B' de P rond F restreint à H, eh bien, c'est bien B. Hein, ça, c'est vraiment important, vous voyez, parce que voilà, pour n'importe quel vecteur de là, F restreint à H de E2, c'est F de E2. C'est ce vecteur-là, d'accord? Et je projette là, je garde que ces coordonnées qui sont là, d'accord? Et donc, c'est quoi son image dans la base E1 de E2? C'est juste la colonne des n-1 coordonnées qui sont là. Hein. Ok? Et ainsi de suite, comme ça pour tous les vecteurs. Donc, tu obtiens la matrice B comme matrice d'une autre application, voilà, d'une autre application linéaire. Et donc, juste pour dire qu'on a le droit de trigonaliser B, il faut expliquer que le polynôme caractéristique de B est scindé, pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, bien évidemment. Ok? Or, le polynôme caractéristique de f, si on regarde là, c'est en faisant le théorème du calcul du déterminant des matrices triangulaires par bloc. Je peux faire le déterminant de cette matrice, vous voyez, c'est lambda fois le déterminant de B. Pareil, si je fais le polynôme caractéristique, c'est x moins lambda fois le polynôme caractéristique de B, d'accord? Qui donne le polynôme caractéristique de f. Hein, ça, c'est vraiment le théorème là, qui dit que quand on a une matrice triangulaire supérieure par bloc, le déterminant, c'est le produit des déterminants des blocs. Hein. Et donc, on a le polynôme caractéristique de f qui est ça. Mais donc, si le polynôme caractéristique de f est scindé, quand je divise par x moins lambda, ça reste scindé. Donc, le polynôme caractéristique de b est scindé. Donc, je peux lui appliquer mon hypothèse de récurrence. Et donc, je sais qu'il existe une base de h, que j'appelle E'2, E'N, dans laquelle l'application P rond f restreint à h est triangulaire. D'accord? Donc, il existe une base, là, E'2, E'N, telle que là, ici, ce soit triangulaire. Et donc maintenant, si je prends la base E1, E'2, E'N, alors les coefficients A1, N ici vont être modifiés, bien sûr, mais j'obtiens bien ici une matrice triangulaire, la lambda avec que des zéros, donc la matrice de f dans cette base-là est bien triangulaire. Et voilà. D'accord? Donc nous, dans pratique, vous avez vu, ça peut demander plus que 2 étapes. Hein. Parce que pour trigonaliser B, on va trouver un vecteur propre, on va le faire. Bon alors, s'il y avait plusieurs, vous voyez, l'espace propre associé à lambda était de dimension plus grande, je pouvais en prendre plusieurs d'un coup. Dans la pratique, je peux prendre plusieurs dimensions d'un coup pour réduire au maximum ce que je vais être obligé de regarder après. Mais après, il est possible que je sois obligé de recommencer plusieurs fois la manip pour trigonaliser ce qui est à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok? J'espère que vous avez tout compris.
Bon, alors maintenant, à quoi ça sert de trigonaliser? Parce qu'on va dire, ok, super, diagonaliser, on a vu. Hein, on a vu que pour expliquer un système de suite récurrente, on pouvait l'exprimer de la forme xn plus 1 égale axn. Vous savez, c'est la vidéo sur les applications de la diagonalisation hein, qu'on a vu ça. Et on a vu qu'il suffisait de calculer a puissance n. Et que quand a est diagonalisable, du coup, calculer d puissance n, c'est facile. Donc comme a, c'est p et d p-1, a puissance n, c'est p d puissance n p-1. D puissance n, facile à calculer. Donc on multiplie par les matrices p et p-1, et boum, on trouve a puissance n. Donc tout va bien. Et pour résoudre cet problème, il fallait qu'elle nous calculer l'exponentielle de a, c'était facile aussi, parce que l'exponentielle de d, c'était fastoche, et pareil, c'est p-1. C'est p exponentielle de d, p-1. Donc. Bon, maintenant, si on trigonalise. Donc voilà, j'ai réussi à dire que a, c'était pt, p-1, ou t, cette matrice-là. Donc, ok, mais alors comment je calcule t puissance n? Vous voyez, c'est pas, en quoi c'est vraiment plus facile de calculer les puissances de t, par exemple, avec ça? Alors l'astuce, c'est d'écrire que t, de les composer dans une matrice diagonale, et une matrice avec des coefficients au-dessus de la diagonale et des zéros dans la diagonale. Alors celle-là, je l'appelle n, pourquoi? Parce que si on regarde bien, en fait, elle est nilpotente. C'est-à-dire que celle-là, au cube, elle vaut 0. Ok? Donc on a décomposé notre matrice T en une matrice diagonale et une matrice nilpotente. Bon, ok. Et donc on se dit, ah voilà, du coup c'est fantastique parce que les puissances de ça, je sais les calculer. Et les puissances de ça, je sais les calculer parce qu'à partir de 3, ça vaut 0. Et donc, je vais pouvoir appliquer le binôme de Newton pour calculer les puissances de t. Donc, par exemple, vous voyez, si je fais d plus n au carré, ça fait d au carré plus n au carré plus dn plus nd. Alors, normalement, on dit plus 2dn. Ah oui, alors sauf que là, vérifiez, c'est pas de bol. dn et nd, c'est pas pareil. Donc, ma matrice n et ma matrice d, là, elles ne sont pas commutantes. Hein. Si vous calculez dans un sens et l'autre, vous regardez, on ne trouve pas la même chose. Bigre. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux calculer ça au carré, ça au carré, ça au carré. Bon, on va me dire, je peux calculer t au carré aussi directement. Hein. Bon, est-ce que je peux utiliser cette formule pour le cube? Alors pour le cube, parce que n au cube, ça dégage. Alors d plus n au cube, vous voyez la formule, là, si je développe, je fais tout ça fois d plus tout ça fois n, ça devient vite une galère, en fait. Hein. C'est bien plus facile de calculer ça au cube que de calculer cette formule-là. Ouais. C'est bien moins long. Même si les n au cube, ils ne vont pas disparaître, il y a quand même bien plus de termes, bien plus de calculs à faire. Oui. Donc c'est une horreur, et donc du coup, ça ne sert à rien de ça sert à rien de trigonaliser, quoi. Parce que ça ne nous aide pas du tout, en fait. Oui, calculer t puissance n, ça va être plus long que de calculer directement a puissance n. Enfin, donc quel intérêt, quoi. Alors l'astuce, en fait, c'est que on peut montrer que dans une certaine base, donc ça s'appelle la jordanisation, la matrice de départ, elle est semblable à celle-ci. Et donc cette fois, si je la coupe en d' plus n', d'accord, eh bien j'obtiens toujours que n' au cube vaut 0, donc ça c'est bien, mais que d' n' est égal à n' d'. D'accord? Donc on va voir, hein, c'est prévu, vous allez voir, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la décomposition de Dunford, ou en fait on devrait dire Jordan-Chevalet, mais bon, donc qui dit qu'on peut toujours en fait décomposer comme ça. Enfin, quand le polynôme caractéristique est scindé, on peut trouver une expression donc de la forme une matrice diagonalisable, d'accord, plus une matrice nilpotente qui commute. Donc on peut toujours réussir à faire ça en fait. Enfin, tant que le polynôme caractéristique est scindé. Donc quand on peut trigonaliser, on peut réussir à avoir ça plutôt que la trigonalisation au hasard, quoi. Ok? Et du coup, si on a ça, la vie est belle, parce que là, on peut vraiment faire le binôme de Newton, c'est-à-dire que d' plus n' à la puissance p, p est aussi loin que je veux, c'est d' à la puissance p. Vous allez me dire, alors attends, plus quoi? Alors, donc P parmi 1 parmi P, je veux dire D' puissance P-1 fois N', plus 2 parmi P, alors PP-1 sur 2 fois D' puissance P-2 N' au carré. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué, mais sauf que ça s'arrête, parce que N' au cube, ça vaut 0, N' puissance 4, ça vaut 0, etc. Donc là, on a fini. Donc, ok, il faut calculer. Bon, alors, les puissances de D', c'est évident, hein, c'est 2 puissance P, 1, 1, 1, 1. Ok, donc ça, évident. N', ok, N' au carré, il faut calculer N' au carré, c'est pas très dur, c'est quand même pas bien compliqué. Et hop, on trouve comme ça, très rapidement, d'accord, les puissances de celle-là. Et donc, en multipliant par P et par P-1, on trouve les puissances de A fastoche. Là, j'ai pas fait le détail du calcul, mais vous voyez bien que c'est pas dur, quoi. Et ensuite, encore mieux, pour l'exponentielle de A, enfin l'exponentielle de cette matrice triangulaire, là, c'est exponentielle de V' fois exponentielle de N' quand les deux matrices commutent.
D'accord? L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles quand les deux matrices commutent uniquement. Donc là, on peut l'utiliser. Donc l'exponentielle de D', bah, c'est E au carré E dans la diagonale, multiplié par l'exponentielle de N'. Et comme elle est nilpotente, bah, il n'y a que les trois premiers termes. Donc c'est identité plus N' plus un demi de N' carré. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très très facile de calculer l'exponentielle de A. Enfin, l'exponentielle de celle-là, donc en multipliant par la matrice de changement de base, etc., l'exponentielle de A. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va continuer à bosser. Pour ça qu'on ne s'arrête pas là, parce que trigonaliser, c'est sympa, mais en fait, l'idée, vous voyez bien, ce qui ne marche pas, c'est qu'on prend un peu les vecteurs au hasard, quoi. Hein. Une fois qu'on a commencé à prendre des vecteurs propres, on prend des vecteurs au hasard, puis on recommence, on prend des vecteurs propres, des vecteurs au hasard. Et donc, ça ne donne pas forcément des bonnes propriétés. Okay, et donc, c'est pour ça qu'il y a encore une série de vidéos où on va être obligé de voir plein de choses rigolotes. En plus, c'est très sympa hein, pour expliquer pourquoi on peut toujours réussir à faire ça, quoi. Ok, donc voilà. C'est terminé, sauf pour les fous furieux qui veulent vraiment voir le calcul, là, qui ont essayé de calculer ce polynôme caractéristique et qui veulent voir donc comment on fait. Alors donc, spéciale dédicace aux accros du calcul, comment j'ai fait pour faire ce calcul. Alors, je me suis dit que j'ai repéré que cette colonne-là était relativement simple, parce que c'était pas très dur de faire apparaître un deuxième zéro, vous voyez, en ajoutant les deux lignes qui étaient là, donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et donc j'ai ajouté la quatrième ligne à la première. Ok, donc du coup, bah, ça fait x moins 2, ça fait moins 4, ça fait 0, c'était fait pour, hein, et puis ça fait donc x moins 5. Voilà, donc je m'améliore, je pourrais développer par rapport à cette colonne, mais ça me saoule, il y a encore deux termes, donc j'ai décidé de faire apparaître encore un 0. Et donc j'ai décidé de multiplier cette ligne-là par x, ok, et de la retirer de la ligne précédente. D'accord? Donc j'ai fait cette ligne-là, moins x fois celle-là. Alors, ça fait moins 2, moins x fois celle-là, donc plus x. X moins 2. OK? Moins 3, moins x fois celle-là, alors donc plus 5x, 5x moins 3. Jusque-là, tout va bien. Là, ça fait 0, c'était fait pour. Hein. Je l'ai fait pour avoir un 0, donc jusque-là, tout va bien. Et là, j'ai fait, donc c'est là un peu plus subtil, c'était donc moins 3, moins x fois tout ça. OK? Et donc, ça fait moins x2 plus 6x moins 3. Voilà, c'est le coefficient un peu pénible. Mais une fois que j'ai fait ça, ce qui n'est quand même pas des calculs très très durs, je passe d'un déterminant 4,4 à un déterminant 3,3, vous savez bien, en faisant la règle de développement par rapport à la troisième ligne. Alors il faut se méfier parce qu'il y a un signe. Vous savez, la règle des signes, c'est de commencer ici par plus et que ça alterne à chaque fois. Un plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc ici c'est un moins, donc c'est moins le déterminant que j'obtiens en enlevant cette colonne et cette ligne. D'accord? Donc je mets un petit moins et je recopie exactement ce qui reste quand j'enlève la dernière ligne et la troisième colonne. Ok? Donc voilà. Bon, tout ça, c'est pour se ramener d'un déterminant de taille 4,4 à un déterminant de taille 3,3. Ok? Alors en plus, celui-là, il est sympa, parce que là, regardez la ligne, là, x-2, 0, x-2, on dit, tiens, on peut mettre x-2 en facteur. Donc en plus, voilà, j'ai trouvé un premier facteur de mon polynôme caractéristique, je suis content, donc je mets x-2 en facteur, et puis là, du coup, il reste 1, 0, 1. Ok, donc c'est ce que j'ai mis, voilà, moins x moins 2, facteur de 1, 0, 1. Et puis j'ai recopié les deux autres lignes à l'identique. Hein. Ok. Et voilà, maintenant on va calculer ça. Alors pareil, je pourrais essayer de faire ça russe ou tout ça, c'est degré 3, mais là je me dis, bon, il y a quand même le 1 et le moins 1, là c'est quand même facile de faire apparaître encore un 0. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait, donc j'ai soustrait. Là, j'ai fait deux étapes en une. Alors attention, il faut suivre. J'ai soustrait la première ligne à la dernière. D'accord? Donc voilà, donc j'ai fait celle-là, j'ai fait moins celle-là. D'accord? J'ai fait L3 moins L1. Et donc L3, donc là, ça faisait 0, ok, jusque-là. 5x moins 3 plus 4, ça fait 5x plus 1. Et moins x carré plus 10x moins 3, moins x plus 5. Alors, moins x, donc ça fait plus 5x. Plus 5, moins 3 plus 5, ça fait plus 2. Donc on obtient bien tout ça. Donc là, l'étape que je n'ai pas marquée, c'était en fait que c'est ici, il y a la première ligne, et puis là, il y a 1, 0, 0, et il y a cette matrice-là. Et donc quand on développe par ce déterminant-là, il vaut juste ce déterminant qui est ici, puisqu'il y a 1, 0, 0, là, donc développement par rapport à la première colonne, c'est ça. Donc du coup, j'ai juste réécrit ce truc-là pour réussir à tenir sur deux diapos. Et voyez ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait apparaître un 0 ici, en retirant la première ligne de la dernière, et après, hop, j'ai développé, donc il reste que le déterminant qui est ici. Donc il reste ça. Ok. Bon, puis voilà, bah du coup maintenant, là, vous connaissez la règle, hein, comment on fait pour calculer les déterminants là. J'ai fait ça fois ça, moins ça fois ça. J'ai recopié. Hein.
x plus 2 fois moins x2 plus 5x plus 2, moins 3 fois 5x plus 1. Voilà, donc là j'ai développé comme un barbare. Hein. Moins x3, ok. Ensuite les x2, alors il y en a moins 2x2 plus 5x2. J'ai développé quand même un petit peu intelligemment hein, pour essayer de ne pas faire trop de calculs. Donc les x2, moins 2 plus 5, c'est plus 3x2. Okay. Ensuite j'ai regardé les x. Alors les x c'est x plus 2x, il y en a 2. 5x plus 2, ça en fait 10. 10 et 2, ça en fait 12. Et puis ensuite les termes constants, plus 2, 4. Ok, puis ça on développe, moins 15x, moins 3. Et donc tout ça, quand on simplifie encore un petit peu, on voit que ça fait moins x3 plus... Enfin, j'ai pris le moins qui était là et le moins qui était là, j'ai aussi enlevé le moins, j'ai changé tous les signes. Donc ça fait x3 moins 3x2, moins 12x plus 15x, donc ça fait plus 3x, et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ok, et là, si on est un petit peu habitué, on regarde, oh, ça fait une belle identité remarquable, x3 moins 3x2 plus 3x moins 1, c'est x moins 1 au cube. Sinon, on voit que 1 est racine évidente, et quand on met x moins 1 en facteur, on va trouver x carré moins 2x plus 1. Hein, donc, x moins 1 au carré. Bon, bref. Voilà, voilà. Et donc, c'est bien le calcul que je vous ai donné. Très bien. Et bien voilà, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Pour les fidèles qui sont là, je vais vous raconter une petite anecdote sur cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne, en fait, puisque la première fois, c'était il y a quelques semaines. Il se trouve que j'avais pris un exemple où le polynôme caractéristique se calculait vachement mieux. Il était beaucoup plus facile, du coup je pouvais le faire dès le début, il n'y a pas besoin, ça se développait très rapidement, il y avait suffisamment de zéros pour que ça se développe très très rapidement. Et j'en étais assez content, et donc j'avais fait toute ma vidéo comme ça et tout, et puis voilà les calculs de machin. Et sauf qu'en expliquant cet exemple-là à mes agrégatifs dans une prépa, dans un live, je leur fais tous les calculs et tout, et puis à la fin ils me disent, et je leur dis, bah voilà, donc là D et N ça commute pas et tout, ils me font, mais si, hein? J'étais sûr d'avoir vérifié avec un logiciel de calcul formel, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une faute de frappe dans une des deux matrices. Quand j'ai fait le dn moins nd, je ne trouvais pas 0, donc j'étais heureux. Là, j'ai revérifié, ça fait bien 0. Donc ma trigonalisation marchait hyper bien, ça donnait une décomposition de Jordan-Chevalet, une décomposition de Dunford si vous voulez. Et du coup, bah, c'était pas très flagrant pour montrer que la trigonalisation, c'était pas utile et qu'il fallait faire autre chose. Du coup, eh bien, je me suis bien galéré, j'ai repassé. Alors déjà, j'ai passé des heures à trouver cet exemple, parce que je voulais qu'il soit relativement facile à calculer, mais qui montre quand même toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas se diagonaliser en un coup, vous voyez, et donc il fallait qu'il y ait... faut réfléchir au problème, vous voyez, si je ne veux pas que ça se diagonalise en un coup, donc il ne faut pas que ce soit diagonalisable. Mais si je mets une seule valeur propre, par exemple, donc en une matrice de dimension 2, bah, c'est débile, parce que dès que je mets un vecteur propre, l'autre, hop, je peux mettre n'importe quoi, c'est triangulaire. Donc il n'y a pas d'intérêt. En dimension 3, si je prends une seule valeur propre, bah, pareil, une fois que j'ai... Enfin, pareil, non. Mais si je prends une seule valeur propre, ok, il peut y avoir un problème de diagonalisation. Si l'espace propre est de dimension 1, après, je peux avoir un bloc de 2 à diagonaliser, comme on a fait là. Okay, mais sauf qu'à la fin, si j'ai la même valeur propre sur la diagonale, eh bien, du coup, qu'est-ce que ça me donne? Enfin, pour vous, la diagonale, si je veux faire pour la caméra, il faut que ce soit dans ce sens-là. Eh ben, si on a la même valeur propre sur toute la diagonale, forcément, lambda identité, ça commute avec n'importe quoi. Donc ma matrice diagonale D, elle commute avec N. Et donc je ne peux pas expliquer que ça ne commute pas forcément. D'accord? Du coup, il me faut un bloc de taille 3, enfin une matrice, une valeur propre au moins d'ordre 3 pour pouvoir faire 2 étapes de journalisation, et une autre valeur propre pour que ça puisse ne pas commuter. Donc il faut minimum une matrice de taille 4, vous voyez. En plus, évidemment, je veux des coefficients entiers, je veux des coefficients qui ne soient pas trop gros. Vous voyez, donc tout ça, les contraintes suffisantes font que, bah, voilà, du coup, pour réussir à faire tout ça, le polynôme caractéristique est devenu un peu plus dur à calculer. J'ai pas réussi à combiner tout, et j'ai déjà passé, vraiment, vous imaginez pas le temps que j'ai passé dans cette vidéo, le plus long c'était de trouver l'exemple. On n'imagine pas forcément, mais trouver la matrice de départ là, à étudier, c'est ça qui m'a pris le plus de temps, ça a pris largement une après-midi. Vous voyez, c'est assez marrant, on s'en doute pas forcément la difficulté qu'il y a. Pour produire cette vidéo, la grosse difficulté c'est de trouver l'exemple. Parce qu'il n'y a pas en fait, hein. Dans Gourdon, il fait 2 cas en fait, voilà. Il fait un cas où ça se décompose en 2 coups, et un cas où, où ça ne commute pas. Là, comme ça, il est d'accord. Et donc le cas où ça ne commute pas, c'est une valeur propre d'ordre 1 et une autre d'ordre 2. Et moi, pourquoi je ne voulais pas faire ça? Parce qu'une fois qu'on a trouvé les 2 vecteurs propres, vous voyez, hein, s'il y a les deux matrices 3-3 avec 2 vecteurs propres, eh ben, le troisième vecteur, prenez ce que vous voulez, elle est triangulaire supérieure. Donc il n'y a plus de calcul à faire pour trigonaliser. Mais là, ça se peut que ça ne commute pas. Donc lui, l'astuce qu'il a trouvée, c'était de faire ça. J'hésitais, hein, comme j'y arrivais pas. Au début, je sais ce que je ne vais pas me résigner à faire ça. Mais non, je voulais quand même essayer de trouver un exemple qui combine toutes les bonnes propriétés. Donc voilà. Bon, enfin bref, allez, j'arrête de raconter ma vie. Je vous raconte ça qu'aux furieux qui sont encore là, que je remercie infiniment.
Et donc j'imagine qu'ils font partie aussi des tipeurs que j'aime d'amour et qui me donnent des sous pour que je continue, c'est super sympa. Bon, je continuerai même si on ne donnait pas de sous, hein. Moi, je suis un très mauvais publicitaire. Mais ça fait super plaisir de recevoir des sous, ça c'est pas un problème. Donc voilà, donc merci beaucoup à eux. Merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Franchement, vous êtes super. Et puis je vous dis à bientôt pour pouvoir découvrir tout ce qu'il faut faire pour réussir à obtenir cette fameuse décomposition D plus N avec D et N qui commutent. Allez, à bientôt.